J'ai découvert un aphrodisiaque dans la poche de mon mari, et je l'ai secrètement remplacé par un médicament vétérinaire. Au milieu de la nuit, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Mon mari devait être amputé de la jambe, et ma belle-sœur subir une hystérectomie. Mon beau-frère s'est effondré sur place, et la maison de ma belle famille est devenue un véritable champ de ruines. Bienvenue dans votre choix. Fin novembre, un vent frais soufflait sur Paris, mais mon cœur était étrangement chaud. C'était aujourd'hui le 5e anniversaire de mon mariage avec mon mari, Julien. Ce n'était pas une si longue période, mais c'était suffisant pour me convaincre que j'avais choisi le bon homme pour ma vie. J'avais passé tout l'après-midi à préparer un dîner exquis aux chandelles. Le filet mignon, son plat préféré, avait été mariné avec soin, et j'avais ouvert la bouteille de vin rouge 30 minutes à l'avance pour qu'il serre. Sur la table, les roses rouges qu'il m'avait offertes lors de notre premier rendez-vous diffusaient doucement leur parfum. Tout était parfait, sauf une seule personne, le héros du jour. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 19 heures. D'habitude, il serait déjà rentré. Je me suis surprise à sourire en pensant « Il doit être coincé dans les embouteillages du périphérique, ou alors il fait exprès d'être en retard pour me faire une surprise. » Je me suis assis sur le canapé, savourant mon bonheur. Au cours des 5 dernières années, Julien avait toujours été un mari exemplaire. Compétent, galant, il me chérissait plus que tout. Chef d'équipe dans une petite entreprise de BTP à ses débuts, il était maintenant directeur dans une entreprise de construction de taille moyenne, reconnue à Paris. Tout cela, grâce à ses efforts incessants. J'étais fier de lui et lui faisais une confiance absolue. Ma belle famille m'avait également très bien accueilli. Mon beau-frère, Marc, bien qu'un peu impulsif, respectait beaucoup sa belle-sœur. Sa femme, Sophie, était une femme belle et douce. Nous nous entendions plutôt bien. Je me considérais comme la femme la plus chanceuse du monde. C'est alors qu'une notification de message sur mon téléphone a interrompu le cours de mes pensées. C'était Julien. Mon cœur s'est serré. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Ma chérie, je suis désolé. Une réunion de dernière minute avec un partenaire très important vient de tomber. Impossible de me libérer. Ne m'attends pas, dîne sans moi. J'ai relu le message plusieurs fois. Le sourire qui flottait sur mes lèvres s'est évanoui. Comment pouvait-il oublier notre anniversaire de mariage? Une réunion si importante qu'elle ne pouvait être reportée? Je savais que son travail était prenant, mais un jour aussi spécial, ne pouvait-il pas se libérer une heure? Le ressentiment a commencé à monter en moi, incontrôlable. J'ai essayé de le refouler, me répétant qu'il travaillait dur pour notre famille. J'ai envoyé une réponse courte. « D'accord, travaille bien. Je t'attendrai. » J'ai éteint le gaz, débarrassé rapidement la table, et me suis assise, hébétée, sur le canapé. L'appartement me parut soudainement vide et d'un froid étrange. Je me suis souvenu que je ne savais plus où j'avais mis mes écouteurs sans fil, dont j'avais besoin pour une réunion en ligne le lendemain. Je me suis rappelé que Julien, qui prenait souvent soin de mes affaires, les mettait parfois dans la poche de son costume. Sur cette pensée, je me suis dirigé vers la chambre. La veste de costume qu'il portait la veille était jetée sur le dossier d'une chaise. J'ai glissé la main dans la poche intérieure, à la recherche du petit boîtier, en plastique familier. Mais mes doigts ont touché quelque chose de différent, de dur et de rectangulaire. En le sortant, je suis resté figé sur place. Ce n'étaient pas mes écouteurs. Sur l'emballage brillant, une image suggestive accompagnait des mots en langue étrangère. Je ne comprenais pas tout, mais les mots Foreman et Superpower suffisaient à me glacer le sang. C'était un aphrodisiaque. Pourquoi était-ce dans la poche de Julien? Pour qui l'avait-il acheté, et dans quel but? Mon corps entier s'est mis à trembler, et des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. J'ai tenté de me calmer. Un collègue lui a être demandé de le garder pour lui, ou il l'a acheté par simple curiosité. Mais une autre voix criait dans ma tête qu'une telle coïncidence était impossible. Notre anniversaire de mariage, une annulation soudaine et un aphrodisiaque fraîchement déballé dans sa poche. D'une main tremblante, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai lancé l'application de géolocalisation familiale que j'avais installée il y a longtemps en cas d'urgence. Parce que je lui faisais confiance, je ne l'avais jamais utilisée. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas faire autrement. Le point rouge intitulé « Mon amour de Marie » était immobile.
J'ai zoomé sur la carte. Hôtel, le ciel étoilé, chambre 1708. Le monde s'est effondré autour de moi. Hôtel, le ciel étoilé. Ce nom si glamour résonnait amèrement à mes oreilles. Il n'était pas en réunion, il était à l'hôtel. Avec qui? Et avec ce médicament. La douleur et la rage ont déferlé dans ma poitrine. Je l'avais sincèrement aimé et cru en lui. Et la récompense était un mensonge et une trahison, le jour le plus sacré de notre union. Je n'avais même plus de larmes, seule ma gorge était sèche. Le dîner d'anniversaire romantique ressemblait maintenant à une farce. Et moi, dans ma plus belle robe, j'étais la plus pitoyable des clowns. Je me suis effondré sur le sol froid, serrant mon téléphone où brillait l'adresse de sa trahison. Mon esprit était vide, incapable de penser. C'est alors qu'une sonnerie stridente a brisé ce silence terrifiant. C'était ma meilleure amie, Élise. Élise est vétérinaire, et depuis l'université, nous sommes plus proches que des sœurs. Je ne voulais pas répondre, je ne voulais montrer à personne mon état lamentable. Mais la sonnerie persistait, et j'ai fini par appuyer sur le bouton. « Camille, où es-tu? Tu es seule à la maison ?» La voix d'Élise à l'autre bout du fil semblait hésitante et inquiète. « Je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai essayé de parler le plus normalement possible, mais ma voix était tremblante et rauque. Élise a gardé le silence un instant, puis a dit d'une voix plus basse. « Camille, calme-toi et écoute. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je viens de terminer une consultation d'urgence, et en passant devant l'hôtel Le Ciel Étoilé, j'ai vu Julien. Mon cœur a lourdement chuté dans ma poitrine. J'ai su instinctivement que les mots d'Élise allaient être le coup de grâce qui anéantirait le dernier espoir qui me restait. Il était avec une autre femme. Ils avaient l'air très proches, a poursuivi Élise. Je n'ai pas bien vu son visage, mais elle portait un sac Hermès en édition limitée. Tu sais, ce sac en peau d'autruche rose. Si je me souviens bien, il n'y en a que quelques-uns à Paris. Un sac Hermès en édition limitée, en peau d'autruche rose. Ma tête allait exploser. L'image de ce sac s'est dessinée clairement devant mes yeux. C'était bien ça. C'était exactement le sac que Sophie, la femme de Marc, avait fièrement exhibé sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt. Elle avait dit que c'était un cadeau d'anniversaire de Marc. À l'époque, j'avais été admirative, pensant que Marc chérissait vraiment sa femme. Mais tout cela n'était qu'une comédie. La femme avec mon mari, la femme avec lui dans la chambre 1708, n'était autre que ma belle-sœur. Le dégoût m'est monté à la gorge. C'était horrible. Depuis quand nous trompait-il, moi et Marc, derrière notre dos, alors que nous étions les deux personnes qui leur faisaient le plus confiance? Avec quelle perfection avaient-ils joué leur rôle de mari exemplaire et de belle-sœur adorable devant nous? Les moments où Sophie venait chez nous et se montrait si affectueuse avec moi, les fois où Julien prétendait prendre soin de la famille de son frère, tout était faux. Il nous avait pris pour des idiots. « Camille, tu m'écoutes? Camille !» La voix pressante d'Élise m'a ramené à la réalité. « Je t'écoute », ai-je répondu d'une voix froide, vide de toute émotion. « Merci de me l'avoir dit, Élise. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne va pas là-bas faire un scandale, ils n'en valent pas la peine. Camille, tu dois te calmer, m'a prévenu Élise, inquiète. Faire un scandale? Non, je ne commettrai pas cette erreur. Crier et l'agripper par les cheveux ne ferait que me rendre plus misérable et ferait de moi la risée du monde, et surtout de ces deux-là. J'avais assez pleuré, assez souffert. Il ne restait dans mon cœur que la haine et une détermination aussi dure que l'acier. Ils avaient piétiné mon amour et ma confiance, détruit mon foyer. Ils allaient donc payer le prix. Un prix très élevé. J'ai raccroché et essuyé mes dernières larmes. Je me suis levé et j'ai regardé la table du dîner d'anniversaire, maintenant froide. Je ne m'effondrerai pas. Je nettoierai moi-même ce désastre et je ferai en sorte que les responsables paient pour leurs péchés. J'ai pris la boîte de médicaments sur la table et je l'ai fixée. Un plan, précis et cruel, a commencé à se dessiner dans mon esprit. Je ne les laisserai pas être heureux sur les ruines de ma souffrance. Je ferai de cette nuit d'anniversaire une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Chapitre 3. Le plan de la vengeance. Le silence de la nuit m'enveloppait, mais mon esprit tournait plus vite que jamais. La douleur avait cédé la place à une froide lucidité. Je n'étais plus la femme qui pleurait et souffrait. J'étais une femme trahie, et une femme qui allait réclamer justice pour elle-même. J'ai pris ma voiture,
et je suis allé directement à la clinique vétérinaire d'Élise. Il était presque 22 heures, la clinique était fermée, mais je savais qu'Élise serait encore là, à faire sa comptabilité. En voyant ma voiture, Élise est sortie précipitamment, un air inquiet sur le visage, pour m'ouvrir la porte. « Camille, que fais-tu ici à cette heure? Ça va ?» Sans un mot, je suis entré, et j'ai posé la boîte d'aphrodisiaque sur son bureau. Elle a regardé la boîte, puis moi, son visage exprimant un mélange de stupeur et de confusion. J'ai trouvé ça dans la poche du costume de Julien, et je dis d'une voix étrangement calme. « J'ai besoin de ton aide. » Élise a pris la boîte, l'a examinée rapidement, et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » Dans ma clinique. J'ai regardé mon ami droit dans les yeux. « As-tu un médicament vétérinaire aux effets similaires, le plus puissant possible ?» Élise s'est figée. Son visage est devenu blême. Elle a immédiatement compris mon intention. « Camille, tu es folle. Tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux. » « Je ne suis pas folle. » L'ai-je coupé fermement. « Je veux juste leur donner une leçon. Je ne peux pas les laisser s'en tirer en riant, heureux de leur petite affaire. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. Je veux juste qu'ils subissent quelques conséquences. » Élise m'a regardé. Dans ses yeux, l'amitié et la peur se livraient bataille. Elle connaissait mon caractère. Une fois ma décision prise, personne ne pouvait m'arrêter. Elle a fait les 100 pas dans la pièce, se prenant la tête entre les mains. « Camille, je comprends ta colère. Mais c'est un crime. Et, si ça tournait mal, tu pourrais gâcher ta vie. »« Ma vie, ils l'ont déjà gâchée, Élise, » ai-je dit avec un sourire amer. « Je n'ai plus rien à perdre. Aide-moi, juste cette fois. Je te promets que tu n'auras aucun ennui. Je veux juste qu'il souffre, qu'il finisse à l'hôpital, qu'il soit humilié. Je veux que le monde entier voie leur vrai visage. » Je lui ai expliqué mon plan. Échanger les pilules dans la boîte, puis la remettre discrètement dans la poche du costume de Julien. Connaissant son caractère, il l'utiliserait certainement cette nuit, et c'est là que le vrai spectacle commencerait. Élise a poussé un profond soupir. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas me dissuader. Finalement, elle a hoché la tête à contre-cœur. « D'accord. Mais, promets-moi de ne pas dépasser les limites. Juste une leçon. »« Promis. » ai-je répondu fermement. Élise m'a emmené dans la réserve de médicaments. Elle a sorti un petit flacon sans étiquette. C'est un produit utilisé pour stimuler la reproduction des grands animaux comme les vaches ou les chevaux. L'effet est si puissant qu'une très petite dose suffirait à faire souffrir un homme adulte comme un damné. Ça ne le tuera pas, mais ça provoquera des réactions et une douleur si intense qu'il finira aux urgences, c'est certain. Avec une petite seringue, Élise a prélevé avec précaution la quantité adéquate de liquide et l'a injecté dans les gélules vides que j'avais apportées. Elle bougeait avec la précision d'un chirurgien. Une fois l'opération terminée, elle m'a tendu la boîte au contenu modifié. L'extérieur était identique, mais à l'intérieur se cachait une punition terrible. En tenant la boîte dans ma main, je n'ai ressenti aucune hésitation. J'ai remercié Élise et j'ai quitté la clinique en hâte. Sur le chemin du retour, je conduisais lentement. La nuit parisienne était toujours aussi éblouissante, mais mon monde était rempli d'un silence haineux. Aucune culpabilité, aucune peur, seulement une froide exaltation. Julien et Sophie, profitez bien de votre nuit. Ce sera la dernière où vous pourrez rire ensemble. Dès mon retour, j'ai mis la boîte dans la poche de mon manteau et je me suis assis sur le canapé pour attendre silencieusement. L'appartement était toujours sombre, seule la faible lueur de la lampe de chevet de la chambre éclairait l'espace. Le dîner d'anniversaire était toujours sur la table. Froid et solitaire, comme mon cœur, je ne l'ai pas débarrassé. Je voulais que Julien le voie à son retour, qu'il voie les efforts que j'avais faits et qu'il ressente un minimum de culpabilité. Le temps passait lentement. Le tic-tac de l'horloge murale martelait mes nerfs comme un marteau. Combien de temps suis-je restée assise, ainsi? 1 heure, 2, 3. Je n'avais ni sommeil ni fatigue. Mon esprit était totalement éveillé, concentré sur un seul objectif, attendre le retour de ma proie. Finalement, vers 1 heure du matin, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Julien était de retour. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas de nervosité, mais de rage. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé ma tête contre le dossier du canapé, faisant semblant de dormir.
La porte s'est ouverte, et Julien est entré sans bruit. Pensant que je dormais dans la chambre, il n'a pas allumé la lumière. Même dans l'obscurité, je sentais sa démarche. Il semblait fatigué, et aussi un peu coupable. Il s'est approché de la table, et s'est arrêté un instant. Il devait avoir vu le dîner que j'avais préparé. Qu'a-t-il ressenti à ce moment-là? Du regret, ou juste de l'agacement? Puis, il s'est approché de moi. J'ai entendu un léger soupir. Il s'est penché pour me porter jusqu'à la chambre. L'idée que ses mains, qui avaient touché une autre femme, allaient se poser sur moi me donnait la nausée. J'ai bougé légèrement, feignant de me réveiller. « Oh, tu es rentré ?» ai-je dit d'une voix pâteuse, en me frottant les yeux. « Oui, je suis là. Pourquoi tu dors ici? Va dans la chambre. » Sa voix était empreinte de culpabilité. « Désolé. Le partenaire était vraiment difficile. Il ne m'a lâché que maintenant. » Un mensonge éhonté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai cherché une trace de vérité, mais je n'ai vu qu'une fatigue mal dissimulée et de la tromperie. « Ce n'est pas grave. Tu dois être fatigué. Va te doucher et repose-toi. » ai-je dit d'une voix douce, comme d'habitude. Je devais jouer à la perfection le rôle de l'épouse sage et compréhensive. Julien a semblé soulagé. Il m'a embrassé légèrement sur le front, et ce baiser m'a donné envie de vomir. « Va déjà dans la chambre, je te rejoins juste après ma douche. » Il a dit cela, et s'est dirigé vers la salle de bain des invités. Quand il rentrait tard, il utilisait toujours cette salle de bain, prétextant ne pas vouloir me déranger. Mais aujourd'hui, j'en connaissais la vraie raison. Il voulait effacer les traces de l'autre femme avant de coucher avec moi. Dès que la porte de la salle de bain s'est refermée, j'ai agi. J'ai rapidement sorti la boîte de médicaments de mon manteau et je me suis approché de sa veste de costume jetée sur la chaise. Mes mains ne tremblaient pas. Calmement, j'ai sorti l'aphrodisiaque original et j'ai mis à sa place la boîte contenant le médicament vétérinaire. L'opération terminée, j'ai pris la vraie boîte et je suis allé dans ma chambre la jeter à la poubelle. Je me suis allongé dans le lit et j'ai tiré la couverture jusqu'à la tête, mais mes yeux sont restés ouverts. J'entendais le bruit de l'eau dans la salle de bain et Julien sifflotait doucement. Il semblait de très bonne humeur. Il pensait sans doute à une autre nuit torride, mais il ignorait que ce qui l'attendait n'était pas le paradis, mais l'enfer. Peu après, Julien est sorti de la salle de bain, une simple serviette nouée autour de la taille. Contrairement à ce qu'il avait dit, il n'est pas venu dans notre chambre. Il a remis ses vêtements et s'est dirigé vers l'entrée. Sophie devait l'attendre quelque part, ou alors il retournait à l'hôtel pour finir ce qu'ils avaient commencé. La porte d'entrée s'est refermée doucement, et la maison a de nouveau sombré dans le silence. Mais cette fois, le silence n'était plus pesant. Il était plein d'attente et d'exaltation. Allongé dans mon lit, je comptais les secondes. Je savais que la nouvelle que j'attendais ne tarderait pas à arriver. Le rideau était tombé sur ma pièce. Il était temps d'attendre de voir à quel point leur propre pièce allait devenir tragique. Je me suis endormi, sans m'en rendre compte. La fatigue physique et mentale avait dû atteindre son paroxysme. J'ai fait un rêve confus. Je me perdais dans un couloir d'hôtel infini. De chaque côté, des portes identiques, et derrière chacune d'elles, j'entendais les rires glaçants de Julien et Sophie. Une sonnerie de téléphone stridente m'a tiré de ce cauchemar. Dehors, il faisait encore nuit noire. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. 4 heures du matin. Mon cœur a fait un bond. C'était le moment. Je me suis éclairci la voix et, jouant la surprise d'une personne réveillée en sursaut, j'ai répondu. « Allô, qui est-ce ? Je suis désolé de vous déranger à cette heure. C'est l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Nous vous contactons via le téléphone d'un patient. Seriez-vous la personne à contacter pour Monsieur Julien Lambert ?» La voix à l'autre bout du fil était calme mais urgente. « Oui, je suis sa femme. » « Que se passe-t-il ? Qu'est-il arrivé à mon mari ? » J'ai joué à la perfection le rôle de l'épouse effrayée. Monsieur Lambert et une autre femme ont été admis en urgence pour un surdosage médicamenteux. Leur état est critique. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement pour les formalités. Mon Dieu! Un surdosage? Oui, oui, j'arrive tout de suite. J'ai raccroché et je me suis levé d'un bond. Mon cœur n'était rempli d'aucune surprise, mais d'une froide satisfaction. Mon plan avait parfaitement réussi. Il était temps,
en tant qu'épouse légitime, d'aller assister au châtiment qu'il méritait. J'ai choisi des vêtements simples mais corrects, et je me suis maquillé légèrement, juste assez pour masquer ma fatigue sans perdre ma dignité. Je devais apparaître non pas comme une vengeresse triomphante, mais comme une victime, une épouse éplorée s'inquiétant pour son mari. À l'aube, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était vide et lugubre. L'odeur caractéristique de désinfectant qui piquait le nez accentuait l'anxiété. Guidé par une infirmière, je me suis dirigé vers les urgences. De loin, j'ai aperçu mon beau-frère Marc, affalé sur une chaise dans la salle d'attente. Ses cheveux étaient en désordre, et il fixait le vide d'un regard hagard. Il avait visiblement passé la nuit ici. En me voyant, Marc a relevé la tête. Son regard était complexe, un mélange de surprise, d'embarras et de culpabilité. « Camille, est-il balbutié. Marc, que s'est-il passé? Julien va bien? Et pourquoi es-tu là? Ai-je demandé d'une voix inquiète, feignant l'ignorance. Marc n'a pas osé me regarder et a baissé la tête. Je viens d'arriver aussi. L'hôpital m'a appelé pour me dire que ma femme, Sophie, était aussi aux urgences. À ce moment-là, la porte des urgences est ouverte et un médecin âgé, au visage grave, en est sorti. Les proches de Julien Lambert et de Sophie Martin, Marc et moi nous sommes levés précipitamment. C'est nous. Le médecin nous a jeté un regard, puis a prononcé des mots qui, pour Marc, ont dû sonner comme une condamnation à mort. Je suis au regret de vous informer. L'effet du médicament était si puissant qu'il a provoqué une nécrose vasculaire et une thrombose sévère. Pour sauver la vie de M. Lambert, nous devons procéder à une amputation de sa jambe en dessous du genou. Quant à Mme Martin, elle souffre d'une hémorragie utérine massive et son état est extrêmement critique. Nous avons tout tenté, mais il est impossible de stopper le saignement. À ce stade, la seule solution pour lui sauver la vie est de procéder à une hystérectomie totale. Nous avons besoin du consentement des proches pour les 2 opérations. La situation est très critique, nous vous demandons de prendre une décision rapidement. Marc a chancelé et a failli s'effondrer. Il s'est appuyé contre le mur, le visage livide, sans une once de couleur. Amputation de la jambe, ablation de l'utérus et la perte de sa capacité à devenir mère. Ce prix, comparé à ce qu'il m'avait fait, était peu, être encore trop léger. Quant à la cause, a poursuivi le médecin, nous suspectons un surdosage d'un stimulant non identifié. La police a déjà été prévenue et viendra bientôt s'entretenir avec la famille. La police. Tout était dans mes calculs. Je regardais Marc, hagard, puis la porte des urgences toujours allumée. La plus grande pièce de théâtre ne faisait que commencer. La nouvelle a frappé la belle famille comme un ouragan. Moins de 30 minutes plus tard, ma belle-mère est arrivée en trombe à l'hôpital. Elle n'était pas seule. Tante, oncle, cousin. Toute la clique était là, transformant le couloir silencieux en un véritable chaos. Dès qu'elle m'a vu, ma belle-mère a hurlé. Les yeux injectés de sang, elle m'a pointé du doigt en m'insultant. « C'est toi, espèce de garce. C'est toi qui as fait ça à mon fils. Qu'est-ce que tu lui as fait manger? Qu'est-ce que tu lui as fait boire, espèce de vipère? Tu aurais mieux fait de mourir. » Ma belle-mère s'est jetée sur moi comme une bête enragée, essayant de me griffer et de m'arracher les cheveux. J'avais anticipé cette réaction. Je reculai calmement d'un pas, évitant son attaque avec précision. Marc s'est précipité pour retenir sa mère. « Maman, calme-toi, on est dans un hôpital. » Me calmer? Tu vois dans quel état est ton frère? C'est cette bonne à rien qui lui a fait ça. Je vais la tuer. Ma belle-mère se débattait dans les bras de Marc en hurlant. Je suis resté immobile, la regardant droit dans ses yeux injectés de sang. Puis, d'une voix froide et claire, pour que tout le monde puisse entendre, j'ai dit « Belle maman, cette question, vous devriez la poser directement à votre précieux fils. Lui demander avec qui il était, et ce qu'il a mangé et bu, hier soir à l'hôtel Le Ciel Étoilé, chambre 1708. Et vous devriez aussi le demander à votre si gentille et adorable belle-fille. Lui demander pourquoi elle a été admise dans ces mêmes urgences, au même moment et pour la même raison que mon mari. » Chaque mot que je prononçais semblait jeter de l'eau glacée sur sa fureur. Les proches, qui murmuraient, se sont tus d'un coup. Ma belle-mère est restée bouche bée, figée, incapable de dire un mot. Marc a baissé la tête, incapable de me regarder. « Camille, qu'est-ce que tu racontes ?» a balbutié une tante.
Sans même juger utile de répondre, j'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé une courte vidéo que j'avais téléchargée depuis les caméras de surveillance du couloir de l'hôtel. Une vidéo obtenue grâce à un ami, travaillant dans la sécurité. La qualité n'était pas parfaite, mais on y voyait assez clairement Julien et Sophie, se soutenant mutuellement, entrés tendrement dans la chambre 1708. J'ai tendu l'écran de mon téléphone devant tout le monde. Voici le cadeau que mon mari m'a préparé pour notre 5e anniversaire de mariage. J'aimerais que vous tous, ici présents, le regardiez et me félicitiez. Les visages des gens ont changé, passant de la stupeur au choc, puis à l'embarras. Ma belle-mère fixait l'écran, le corps secoué de tremblements. Elle ne criait plus, elle marmonnait seulement. Non, ce n'est pas possible. Pas, mon Julien, pas, Sophie. À ce moment-là, le même médecin est revenu, l'air pressé. Proche de M. Lambert, vous devez signer l'autorisation d'opérer rapidement. Nous ne pouvons plus attendre. Tous les regards se sont tournés vers moi. Légalement, j'étais toujours sa femme, la seule à pouvoir prendre la décision. Je me suis avancé, et j'ai pris le stylo et le formulaire de consentement. Ma belle-mère me regardait d'un air suppliant. Son changement d'attitude soudain était pathétique. « Camille, s'il te plaît, sauve notre Julien. » J'ai esquissé un léger sourire narquois, un sourire sans aucune chaleur. J'ai signé fermement le document de mon nom. Après avoir remis le formulaire signé à l'infirmière, je me suis retourné vers ma belle-mère. D'une voix douce mais acérée, j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, belle maman. Je ne suis pas aussi méchante que vous le pensez. Bien sûr qu'il faut le sauver. Simplement, la prochaine fois, dites-lui d'être un peu plus prudent. De ne pas prendre n'importe quel fortifiant d'origine douteuse. La prochaine fois, je lui en trouverai un moi-même, de bonne qualité et garantie. » À mes paroles à double sens, les visages de ma belle-mère et de Marc ont changé. Ils étaient assez intelligents pour comprendre ce que je voulais dire, mais ils n'avaient aucune preuve et n'osaient pas envenimer la situation. Le pouvoir était maintenant entièrement entre mes mains. Les opérations de Julien et Sophie ont duré plusieurs heures. Pendant ce temps, je suis resté assise en silence sur une chaise en face de la belle famille. Dans cette tension suffocante, personne ne m'a adressé la parole. Ma belle-mère me jetait parfois des regards où se mêlaient rage et peur. Marc, lui, restait immobile comme une statue, enfermé dans sa propre douleur et son humiliation. J'ai pensé qu'il fallait ajouter un peu de piment à cette tragédie. Il fallait que Marc s'effondre complètement, qu'il en vienne à haïr la femme qu'il avait tant aimée. C'est seulement ainsi qu'une fissure se créerait en leur sein, me facilitant la mise en œuvre de la prochaine étape. Je me suis levé, je suis allé au distributeur, et j'ai pris une bouteille d'eau. En revenant, j'ai fait semblant de m'asseoir par hasard à côté de Marc. J'ai bu une gorgée d'eau, puis j'ai soupiré d'une voix assez triste pour qu'il puisse entendre. La vie est vraiment étrange. Mon mari et moi, nous avons tout essayé pour avoir un enfant, sans succès. Et ta femme, elle était enceinte du premier petit enfant de la famille, et voilà ce qui arrive. Maintenant, elle ne pourra même plus sauver le bébé. Marc a sursauté comme s'il avait été électrocuté. Il a ouvert de grands yeux, son visage exprimant un mélange de stupeur et d'incrédulité, et s'est tourné vers moi. « Camille, qu'est-ce que vous venez de dire? Sophie était enceinte? Oh, tu ne savais pas? Ai-je feint la surprise? J'ai entendu les infirmières en parler tout à l'heure, quand elles l'ont emmenée aux urgences. Elles disaient que la patiente était enceinte de 8 semaines, mais que l'hémorragie était si grave qu'il serait difficile de sauver l'enfant. Je pensais que tu étais au courant, c'est pour ça que tu étais si abattu. 8 semaines, a marmonné Marc. Les muscles de son visage ont commencé à se contracter. Je savais que son esprit était en train de faire des calculs frénétiques. Il y a 8 semaines, il était en déplacement professionnel à l'étranger pendant près d'un mois. Un voyage, dont je me souvenais très bien. Avant de partir, Marc m'avait demandé de passer de temps en temps voir Sophie. Alors, de qui était cet enfant? La réponse était trop évidente. La rage et la jalousie ont enflammé les yeux de Marc. Il s'est levé d'un bond, s'est précipité vers le bureau des infirmières et a frappé le comptoir en criant « Le dossier médical de ma femme, où est-il? Montrez-le-moi tout de suite. » Les infirmières, effrayées par son attitude menaçante, ont reculé. C'est alors que le médecin, qui avait opéré Sophie, est sorti. Il a froncé les sourcils en regardant Marc. « Que faites-vous ici? »
La patiente vient de passer le cap critique. Elle a besoin de calme. Docteur, ma femme était-elle enceinte? Dites-le-moi, a insisté Marc en saisissant le bras du médecin. Le médecin, un peu surpris, a fini par hocher la tête pour confirmer. Oui, enceinte de 8 semaines. Malheureusement, l'hémorragie était trop importante. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Nous avons dû retirer le fœtus et l'utérus. Les paroles du médecin ont été le dernier coup de poignard dans le cœur de Marc. Il a arraché le dossier des mains d'une infirmière, l'a ouvert et, en voyant les mots « grossesse de 8 semaines », il a hurlé comme une bête blessée. Il a froissé le dossier et s'est précipité vers la salle de réveil où devait se trouver Sophie. « Sale garce, comment as-tu osé me faire ça? Je vais te tuer. » Les agents de sécurité de l'hôpital et les infirmières ont à peine réussi à maîtriser Marc. C'était le chaos total. Peu après, 2 policiers en civil sont arrivés sur les lieux. Ils nous ont séparés, moi et la belle famille, pour recueillir nos premières dépositions. Devant eux, j'ai maintenu l'attitude d'une victime, calme et tremblante de peur. J'ai raconté que j'avais eu des soupçons sur mon mari, que j'avais trouvé la boîte de médicaments, et que, dans ma colère, j'avais voulu leur donner une leçon. Je pensais que c'était juste un laxatif ordinaire. Je voulais juste qu'ils aient mal au ventre et qu'ils souffrent un peu. Je n'aurais jamais imaginé que les conséquences seraient si graves, ai-je dit d'une voix tremblante, les yeux remplis de larmes. Je sais que j'ai mal agi. Mais inspecteur, en tant qu'épouse, comment aurais-je pu garder ma raison en découvrant que mon mari et ma propre belle-sœur me faisaient une chose pareille? J'ai avoué honnêtement avoir échangé les médicaments, mais j'ai habilement dissimulé le calcul minutieux, la cruauté et ma connaissance des produits. Je me suis présenté non pas comme une coupable méticuleuse, mais comme une épouse éplorée, ayant agi sous le coup de la trahison. L'inspecteur a consigné ma déposition, et j'ai cru déceler une pointe de sympathie dans son regard. Je savais que la bataille juridique à venir ne serait pas facile, mais le début était prometteur. Après ma déposition, la police m'a informé qu'elle devait procéder à une perquisition à mon domicile pour recueillir des preuves, et je les ai accompagnés. En arrivant devant la maison, une berline de luxe garée devant a attiré mon attention. La porte s'est ouverte et un homme en costume impeccable, portant des lunettes à monture dorée, en est descendu. Il était grand, avec une allure vive et intellectuelle. Madame Camille Bernard, je suis maître Nicolas Durand, du cabinet d'avocats Durand, associé. C'est mademoiselle Élise Dubois qui m'a contacté. J'ai hoché la tête. Maître Durand était un spécialiste des divorces et des litiges patrimoniaux, surnommé le requin dans le milieu juridique. Élise m'avait déjà parlé de sa réputation. Nous sommes entrés. Sans s'asseoir, Maître Durand a fait le tour de la pièce, puis s'est planté devant moi et m'a dit sans détour: « La situation est assez mauvaise. Vous êtes la victime dans une affaire d'adultère, mais l'accusation de coups et blessures volontaires est indéniable. Les diagnostics médicaux de votre mari et de sa maîtresse seront des preuves accablantes contre vous. L'un a perdu sa jambe, l'autre sa capacité à procréer. Les séquelles sont donc classées comme très graves. La peine minimale sera de plusieurs années de prison. » La voix de Maître Durand était froide et directe, sans une once de réconfort. Il analysait l'affaire d'un point de vue purement juridique. J'ai apprécié cette approche. « Que dois-je faire, alors ?» ai-je demandé. « Pour l'instant, nous devons prouver 2 choses. Premièrement, que vous n'aviez pas l'intention de leur infliger des blessures permanentes. Votre déclaration selon laquelle vous vouliez juste leur donner mal au ventre est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, nous devons prouver que vous avez agi dans un état de choc psychologique extrême, provoqué par la conduite gravement répréhensible des victimes. Ce sera notre principal argument pour obtenir une réduction de peine, a expliqué Maître Durand. Maintenant, donnez-moi toutes les preuves que vous avez. » Sans un mot, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une clé USB que j'ai posée sur la table devant lui. « Qu'y a-t-il là-dedans » a-t-il demandé en fronçant les sourcils. Il y a tous les messages d'amour, photos et enregistrements d'appels que Julien et Sophie ont échangés au cours des 2 dernières années. J'ai commencé à avoir des doutes il y a 6 mois, alors j'ai installé un logiciel espion sur son téléphone. Et il y a un enregistrement particulièrement important. J'ai fait une pause et j'ai regardé Maître Durand droit dans les yeux.
C'est une conversation entre Julien et Sophie, dans laquelle il planifie de transférer tous les biens communs de notre couple au nom de Sophie, puis de divorcer de moi pour me laisser sans rien. Pour la première fois, une lueur de surprise est apparue sur le visage de Maître Durand. Il a pris la clé USB. Excellent. Très bien. C'est exactement la conduite gravement répréhensible dont nous avions besoin. Cela prouve qu'au-delà d'une simple liaison, il complotait pour vous spolier de vos biens. Cela donnera un poids considérable à notre défense. Ce n'est pas tout, ai-je poursuivi. Il y a une information encore plus importante. Il y a 2 ans, Julien m'a dit qu'il voulait se concentrer sur son travail et ne pas avoir d'enfant pour le moment, et il est allé se faire une vasectomie en secret. Cette fois, Maître Durand était véritablement stupéfait. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé sans ciller. Vous en êtes certaine? Avez-vous une preuve? Je n'ai pas de documents. Il l'a fait en secret dans une petite clinique privée. Mais j'en suis sûr à 100%, c'est lui qui me l'a dit. Ce qui signifie que l'enfant de 8 semaines de Sophie ne pouvait en aucun cas être le sien. Maître Durand s'est assis et s'est plongé dans ses pensées. Il a immédiatement compris le pouvoir destructeur de cette information. Non seulement cela exposait l'hypocrisie de Julien, mais cela transformait Sophie, qui pouvait passer pour une victime de la liaison, en une femme aux mœurs légères, ne sachant même pas qui était le père de son enfant. Cette affaire, qui semblait être une simple histoire de vengeance passionnelle, commençait à révéler une vérité bien plus complexe et sordide. « Je vois », a dit Maître Durand en se levant. « C'est compris. Restez calme. La police va bientôt perquisitionner votre domicile. Coopérez pleinement. Laissez-moi m'occuper du reste. » Sur ces mots, il a pris la clé USB, m'a salué et est parti précipitamment. En le regardant partir, j'ai eu le sentiment d'avoir choisi la bonne personne. Dans ce combat, je n'étais plus seul. Peu après le départ de Maître Durand, la police est arrivée. Ils m'ont présenté un mandat de perquisition, demandant ma coopération, et je leur ai docilement indiqué où se trouvait la veste de costume de Julien. Une policière a délicatement saisi avec une pince la boîte de médicaments que j'avais échangée et l'a placée dans un sac de preuves. Ils ont également emporté la poubelle de ma chambre, où j'avais jeté le véritable aphrodisiaque. Tout se déroulait comme prévu. J'ai signé le procès-verbal de perquisition. Maintenant mon attitude d'épouse confuse mais coopérant au maximum avec les autorités. Une fois la police partie, je suis resté seul dans la maison vide. Cet endroit, qui fut autrefois un cocon chaleureux, était maintenant souillé par le péché et la trahison. Mais je ne me suis pas permis de faiblir. La vraie guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, vêtu d'une tenue de bureau impeccable, je me suis dirigé vers l'hôpital. Non pas pour une visite, mais pour une confrontation. Julien et Sophie avaient été transférés dans des chambres individuelles. Ma belle-mère et Marc veillaient sur eux. En me voyant, ma belle-mère a de nouveau tenté de se jeter sur moi, mais Marc l'a retenu. La crise de la veille à l'hôpital semblait l'avoir ramené à une certaine forme de réalité. « Qu'est-ce que tu viens encore faire ici ?» a grogné Marc d'une voix rauque. Sans même le regarder, je me suis dirigé droit vers ma belle-mère et j'ai dit d'une voix claire « Je suis venu régler les comptes. Ce qui est arrivé à Julien et Sophie, la justice en décidera. Mais avant cela, il y a un problème que nous devons clarifier. La question du patrimoine. » Au mot « patrimoine », une lueur de méfiance a brillé dans les yeux de ma belle-mère. « Le patrimoine? Quel patrimoine? Tu as mis mon fils dans cet état, et tu oses parler de patrimoine? Belle maman, je ne demande rien. Je parle du patrimoine commun que nous avons légalement constitué ensemble pendant notre mariage. » Ai-je répondu d'une voix posée mais ferme. Cette maison, la voiture que conduit Julien, et ses parts dans son entreprise de construction. Tout cela. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Julien a récemment retiré de grosses sommes en espèces. Je me demande d'où proviennent les plus de 500 000 € qu'il a virés sur le compte de Sophie au cours de la dernière année. 500 000 €. Le chiffre que j'ai lâché a stupéfié Marc et ma belle-mère. Marc m'a regardé, puis s'est tourné vers sa mère avec un regard plein de suspicion. « Qu'est-ce que tu racontes ? 500 000 €. De quoi tu parles ?» a bégayé ma belle-mère, mais son regard vacillait déjà. « Ce ne sont pas des histoires, » ai-je dit avec un léger sourire. Mon avocat a déjà fait des vérifications préliminaires. Si cet argent provient de l'entreprise, Julien sera accusé d'abus de biens sociaux. Et vous savez très bien, belle maman, que la peine pour ce crime n'est pas légère.
Surtout, si l'on découvre qu'il a utilisé cet argent pour acheter un appartement de luxe dans le 16e arrondissement et le mettre au nom de Sophie. Une autre révélation choquante s'est abattue sur eux. Ma belle-mère a chancelé et s'est agrippée au montant du lit pour ne pas tomber. Elle savait peu être pour la liaison de son fils, mais elle n'avait probablement jamais imaginé qu'il irait jusqu'à détourner de l'argent de l'entreprise pour entretenir sa maîtresse. Elle savait très bien que si cette affaire était révélée, non seulement Julien irait en prison, mais tout le patrimoine familial pourrait être gelé pour enquête. La réputation de la famille, bâtie sur des décennies, serait réduite en cendres. Espèce de bon à rien, a-t-elle crié en serrant les dents. Sa fureur, qui m'était destinée, se tournait maintenant vers son fils, impuissant dans son lit. Je savais que j'avais touché son talon d'Achille. Pour une personne comme ma belle-mère, qui plaçait l'argent et l'honneur de la famille au-dessus de tout, c'était le châtiment le plus douloureux. En sortant de l'hôpital, je me suis rendu directement au bureau de Maître Durand. Il fallait agir vite, avant que la belle famille n'organise sa riposte. Maître Durand m'attendait déjà. Une épaisse pile de documents était posée sur son bureau. J'ai enquêté, a-t-il dit, dès que je me suis assise. Comme vous l'avez dit, il y a bien un appartement au nom de mademoiselle Sophie Martin dans le 16e. Acheté il y a 6 mois, et le flux de trésorerie correspond exactement à l'argent sorti des comptes de l'entreprise. Nous pouvons donc le poursuivre pour détournement de fonds ? Ai-je demandé. Maître Durand a secoué la tête. Pas encore. Julien Lambert est très malin. Il a utilisé une société écran et de faux contrats pour faire paraître les flux de trésorerie légaux. Il nous faut des preuves supplémentaires pour démontrer que les contrats sont fictifs. Mais il y a un problème plus grave. Maître Durand a poussé une liasse de papier vers moi. Voici le dernier extrait cabis de la société de construction de Lambert. Il y a 3 mois, il a cédé 30% de ses parts à Sophie Martin. Le montant sur le contrat est purement symbolique. Mon sang s'est glacé. 30% des parts, c'était près de la moitié de son patrimoine. Julien ne se contentait pas d'entretenir sa maîtresse, il dissimulait ses biens et préparait sa sortie. Il mettait son plan à exécution pour me laisser sans rien. Cette cession est-elle légalement valide ? Ai-je demandé, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Sur le papier, c'est parfaitement légal. Il a exploité une faille du droit des sociétés. La cession de parts entre actionnaires fondateurs ne nécessite pas le consentement du conjoint. Mais il a oublié une chose, a dit Maître Durand avec un sourire en coin. Ces parts ont été acquises pendant le mariage, elles sont donc par nature des biens communs du couple. Nous avons le droit d'intenter une action en justice pour les récupérer. Que devons-nous faire maintenant ? Immédiatement, a répondu, fermement, Maître Durand. J'ai préparé 3 types de documents. Premièrement, une demande de saisie conservatoire de tous les biens au nom de Julien Lambert et Sophie Martin, y compris l'appartement et les 30% de parts. Deuxièmement, une assignation en justice pour faire annuler le contrat de cession de parts et faire reconnaître vos droits d'actionnaire. Et troisièmement, il m'a regardé avec une expression significative. L'assignation en divorce. Divorce. En entendant ce mot, j'aurais dû ressentir de la douleur. Mais étrangement, je me suis senti soulagé. Ce mariage était pourri depuis longtemps. Il était temps de le couper de mes propres mains. Je suis d'accord, ai-je répondu sans la moindre hésitation. Lancez toutes les procédures, maître. Cet après-midi-là, les 3 documents portant mon nom ont été déposés au tribunal. La guerre juridique avait officiellement commencé. Je n'étais plus une épouse passive, attendant le jugement. J'étais le sujet de ma propre quête de justice. L'ordonnance de gel des avoirs du tribunal a été rendue avec une rapidité surprenante. La réputation de Maître Durand y était pour quelque chose, mais les preuves initiales que j'avais fournies étaient aussi d'une clarté limpide. Tous les comptes bancaires, biens immobiliers et actions au nom de Julien et Sophie ont été gelés. C'était un coup dur pour la belle famille. Leur source de financement était coupée, et toute nouvelle dissimulation de biens était impossible. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Je devais obtenir la preuve de la complicité de ma belle-mère. J'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'agence bancaire principale de la belle famille, M. Dubois. C'était un vieil ami de mon défunt père, un homme honnête qui respectait beaucoup sa mémoire. Dans son bureau, j'ai brièvement exposé mon histoire, en insistant sur le fait que Julien avait détourné des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Après m'avoir écouté,
Monsieur Dubois a froncé les sourcils, plongé dans ses pensées. C'est vrai que les récents mouvements sur le compte de Monsieur Lambert m'ont semblé suspects, a-t-il dit. Il retirait souvent de grosses sommes, en espèces sans raison apparente. Mais te fournir ces relevés de compte est délicat. C'est contraire au principe de confidentialité de la banque. Je comprends, Monsieur Dubois, ai-je répondu calmement. Je ne vous demande pas les relevés. Je vous demande juste de m'aider, comme on aiderait une nièce en difficulté, à vérifier quelques informations. Mon avocat collabore avec les enquêteurs. D'ici peu, il obtiendra une commission rogatoire du tribunal et demandera tous les documents de la banque. Je veux simplement connaître la vérité avant. Mon attitude sincère et mes arguments pertinents ont convaincu M. Dubois. Il a appelé un de ses employés et lui a demandé de vérifier à nouveau toutes les transactions liées au compte de Julien, Sophie et ma belle-mère au cours de la dernière année. Le résultat n'a pas dérogé à mes attentes. En plus des 500 000 € qui avaient transité de l'entreprise vers le compte de Sophie en plusieurs fois, le système avait enregistré une autre transaction notable. Il y a environ un an, un virement de 70 000 € avait été effectué depuis le compte d'épargne de ma belle-mère, Madame Lambert, vers le compte de Sophie Martin. C'était à quelle date? À peu près. Monsieur Dubois? Ai-je demandé. Monsieur Dubois a regardé son écran d'ordinateur. Voyons voir. Ah, c'est exactement le jour où mademoiselle Martin a acheté ce sac Hermès en peau d'autruche rose. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Ce sac de luxe que Sophie se vantait d'avoir reçu de Marc avait en réalité été acheté avec l'argent de ma belle-mère. Ma belle-mère non seulement savait pour la liaison de son fils, mais elle l'avait toléré et même financé. Elle avait donné de l'argent à Sophie pour qu'elle fasse du shopping, se fasse belle et garde son précieux fils. À ses yeux, je n'étais probablement que l'épouse sur le papier, et seule Sophie pouvait apporter de la joie à son fils. Le mépris et la haine ont bouillonné en moi. Merci beaucoup, Monsieur Dubois, ai-je dit en me levant et en m'inclinant profondément. Dès la sortie de la banque, j'ai appelé Maître Durand pour lui annoncer la nouvelle des 70 000 €. Maître Durand a dit une seule phrase. Parfait. Le gros poisson a mordu à l'hameçon. Le jour même, avec la coopération de la banque et une ordonnance du tribunal, le compte de Sophie a été officiellement gelé. Tout l'argent sale qu'elle avait reçu de son amant et de sa belle-mère était bloqué. J'imaginais Sophie et sa famille à l'hôpital, s'arrachant les cheveux, et je me disais que ce n'était que le début. 2 jours plus tard, j'ai accompagné Maître Durand à l'hôtel particulier de ma belle famille. C'était la première fois que j'y retournais depuis les événements. Le lourd portail en fer s'est ouvert sur un jardin impeccablement entretenu. La majestueuse maison de 3 étages était toujours là, mais à mes yeux, elle n'avait plus la chaleur d'antan, seulement de l'hypocrisie et de la froideur. Ma belle-mère et Marc attendaient déjà dans le salon. Ils semblaient beaucoup plus abattus. La pression financière était devenue une réalité. En nous voyant, Maître Durand et moi, ma belle-mère n'a pu crier ni insulter. Elle nous a seulement fusillés d'un regard fatigué, mêlé de haine et d'impuissance. « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» a commencé Marc. Sa voix était rauque. Maître Durand a posé sa mallette sur la table. « Nous sommes venus discuter d'une solution à l'amiable, il dit calmement. « À l'amiable » a ricané ma belle-mère. « Mon fils a perdu sa jambe et sa femme ne peut plus avoir d'enfants. Nos biens sont tous bloqués. Et vous appelez ça à l'amiable ? Madame, c'est la conséquence des actes de votre fils et de votre belle-fille, a rétorqué Maître Durand, sans se démonter. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour nous disputer. Nous sommes venus avec une solution. Il a ouvert sa mallette et en a sorti 2 dossiers qu'il a posés sur la table. Le premier dossier contient toutes les preuves de l'adultère de M. Lambert et Mlle Martin et de leur complot pour spolier ma cliente de ses biens. Et ceci. Maître Durand a poussé un document vers ma belle-mère. Point est et le relevé de la transaction de 70 000 € de votre compte à celui de Mlle Martin. Le visage de ma belle-mère est devenu livide. D'une main tremblante, elle a fixé le document. Le deuxième dossier, a poursuivi Maître Durand d'une voix encore plus froide, contient des choses que votre famille ne souhaiterait probablement pas avoir rendues publiques. Il a sorti une tablette et a lancé une vidéo. C'était une vidéo de surveillance de notre maison, montrant Marc en train de détruire des meubles le soir où il avait appris la trahison. Ensuite, des captures d'écran des messages de menaces que Marc m'avait envoyés.
Et nous avons aussi des photos intimes de M. Lambert et Mademoiselle Martin à l'hôtel, a ajouté Maître Durand en éteignant la tablette. Nous ne souhaitons pas que l'affaire prenne plus d'ampleur. Ma cliente souhaite également préserver le peu d'honneur qui reste à votre famille. L'air dans la pièce est devenu lourd. Ma belle-mère et Marc étaient pétrifiés comme des statues, sans un mot. Ils étaient complètement acculés. C'est alors que j'ai pris la parole, d'une voix calme. Mes conditions sont simples. Premièrement, Mademoiselle Martin doit me transférer la propriété de l'appartement du 16e. Considérez cela comme une compensation pour le préjudice moral qu'elle m'a causé. Deuxièmement, les 30% des parts de l'entreprise que Julien lui a cédées doivent être restituées. Je ne veux pas un centime de ce qui ne m'appartient pas, mais je dois récupérer ce qui est à moi. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux. Si vous et votre fils acceptez, mon avocat déposera une demande de retrait de plainte. Il demandera la clémence du tribunal concernant l'accusation de coups et blessures volontaires contre Julien et Sophie. Et nous n'aborderons pas la question de l'abus de biens sociaux. Tout s'arrêtera ici. Je vous donne 2 jours pour réfléchir. Sur ces mots, je me suis levé avec Maître Durand, laissant derrière nous 2 personnes plongées dans le désespoir et l'humiliation. Je savais qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Comme je l'avais prévu, moins de 24 heures plus tard, Maître Durand a reçu un appel de la belle famille. Ils acceptaient toutes mes conditions. L'humiliation et la peur de tout perdre avaient eu raison de leur fierté et de leur haine. Les procédures juridiques se sont déroulées rapidement, sous la supervision des avocats des 2 parties. L'appartement du 16e a été transféré à mon nom, et les 30% de parts de l'entreprise de Julien lui ont été restituées. Bien sûr, ces parts feraient l'objet du partage des biens lors du divorce. Quand j'ai eu le titre de propriété de l'appartement en main, mon cœur n'a pas ressenti la joie de la victoire, mais un étrange vide. J'avais récupéré ce qui m'appartenait, j'avais acculé les traîtres, mais la blessure dans mon cœur était toujours là. Ce combat m'avait coûté 5 ans de ma jeunesse, mon amour et la confiance qui fut autrefois tout pour moi. Une fois les choses plus ou moins réglées, j'ai décidé qu'il était temps de recommencer ma vie. Je ne pouvais plus vivre enchaîné au passé. J'ai remis ma démission au cabinet d'architecture où je travaillais. Mon patron a tenté de me retenir, mais ma décision était ferme. Je voulais construire ma propre carrière, sans aucun lien avec l'ombre de Julien. Depuis longtemps, je nourrissais le projet de créer une ligne de design d'intérieur de luxe pour les animaux de compagnie. C'était ma passion et mon domaine d'expertise. Avant tous ces événements, j'avais finalisé une proposition de projet et l'avais envoyée à quelques investisseurs. J'avais complètement oublié. Puis, un matin, j'ai reçu un email. L'expéditeur était le secrétariat de la présidence du groupe Valois, et le contenu m'invitait à une présentation de projet. Le groupe Valois. Un nom bien trop grand pour mon petit projet de start-up. Pourquoi le plus grand groupe immobilier et d'investissement de France s'intéresserait-il à l'aménagement intérieur pour animaux? C'était suspect, mais c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Pendant 2 jours, j'ai tout préparé. Plan, modélisation 3D, business plan. Je voulais paraître la plus professionnelle et la plus convaincante possible. Le jour du rendez-vous, je suis arrivé au siège du groupe Valois, un bâtiment moderne et imposant au cœur de la Défense. Une secrétaire m'a accompagné au dernier étage, où se trouvait le bureau du président. Le vaste bureau était décoré de façon minimaliste mais luxueuse, et un mur entier était une baie vitrée, offrant une vue panoramique sur la ville. L'homme assis derrière le bureau a fait pivoter son fauteuil. Il semblait à peine plus âgé que moi. Il portait un costume bleu marine sans cravate, ce qui lui donnait une allure à la fois élégante et autoritaire. Son visage avait des traits marqués, et son regard était profond et perçant, comme s'il pouvait lire dans les pensées. « Madame Bernard, enchanté de vous rencontrer. Je suis Antoine Dubois. » Il s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Une poignée de main ferme et chaleureuse. « Bonjour. Merci de me recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie, a-t-il dit. J'ai lu votre proposition de projet. C'est très intéressant, avec un grand potentiel. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Sa question était assez inattendue. Je me suis ressaisi et j'ai répondu sincèrement, parce que j'aime les animaux. Et je pense que ce marché est encore un océan bleu en France. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour leurs animaux de compagnie, mais il y a peu d'options pour des produits d'intérieur de qualité, bien conçus
et sûr. Antoine a hoché la tête, m'écoutant attentivement. Je comprends. J'ai aussi entendu parler de votre histoire avec votre ex-mari et sa famille. Votre force de caractère m'a beaucoup impressionné. J'ai eu un léger sursaut. Qu'ils connaissent ma situation. Ce n'était pas si surprenant, l'affaire ayant été médiatisée, mais qu'ils l'évoquent si directement a éveillé en moi une certaine méfiance. Merci, ai-je répondu brièvement. Nous avons parlé du projet. Antoine était un homme d'affaires à la vision acérée. Il posait des questions pertinentes, pointant avec précision les faiblesses de mon plan. La conversation a duré près de 2 heures. Finalement, il a conclu. J'ai décidé d'investir dans ce projet, pas seulement en capital, mais le groupe Valois mettra à votre disposition ses usines, ses fournisseurs de matières premières et son système de distribution. J'étais sans voix. Tout allait trop vite, c'était trop beau pour être vrai. Pourquoi? Pourquoi croyez-vous autant en moi et en ce projet? Antoine m'a regardé. Il y avait quelque chose de complexe dans son regard. Il est resté silencieux un instant, puis a dit lentement, « Parce que je fais confiance au jugement de mon frère », il s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a regardé au loin. Il y a 5 ans, l'entreprise de Julien Lambert a réalisé la construction d'un de nos projets. Il y a eu un accident, un échafaudage s'est effondré. Mon frère, Théo, était l'ingénieur superviseur sur le chantier ce jour-là, et il est mort dans cet accident. Tout mon sang s'est glacé. Théo. Je me souvenais, cet accident. Je me souvenais des efforts que Julien avait déployés pour étouffer l'affaire, versant une somme énorme à la famille de la victime pour clore le dossier. C'était donc lui, la victime. Son frère, avant de mourir, a poursuivi Antoine d'une voix plus basse. Mon frère avait découvert que l'entreprise de Lambert utilisait des matériaux de qualité inférieure. Il préparait un rapport pour sa hiérarchie quand l'accident est arrivé. Nous savions que quelque chose n'allait pas, mais nous manquions de preuves. Tout a été parfaitement étouffé. Il s'est retourné et m'a regardé. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Théo aimait vraiment les animaux. Et un jour, il m'a parlé d'une idée de projet exactement comme la vôtre. Il m'a dit qu'il avait rencontré une femme dans un cours de design, une architecte très talentueuse qui avait les mêmes idées que lui. Cette femme, serait-ce vous, par hasard? J'étais abasourdi. C'est vrai, je me souvenais. Théo, ce jeune ingénieur gentil et taciturne que j'avais rencontré dans un cours de graphisme il y a plus de 5 ans. Nous avions parlé de cette idée. Tout s'éclairait. Ce n'était pas un simple rendez-vous d'investissement. Antoine ne m'avait pas trouvé par hasard. Il savait qui j'étais. Il cherchait à s'allier avec l'ennemi de son ennemi. « Vous voulez vous servir de moi pour venger votre frère ?» ai-je demandé sans détour. Antoine n'a pas nié. Il n'y avait aucun mensonge dans ses yeux. « Je ne me sers de personne. C'est un partenariat d'égal à égal. Vous avez besoin de capital et d'une opportunité pour vous relancer, et j'ai besoin de la vérité sur la mort de mon frère. Nous avons un ennemi commun. Ensemble, nous serons plus forts. Qu'en pensez-vous, Madame Bernard? Ma rencontre avec Antoine Dubois a ouvert un nouveau chapitre de ma vie, mais elle m'a aussi plongé dans un jeu bien plus vaste que je ne l'avais prévu. Cependant, avant de penser à la vengeance de quelqu'un d'autre, je devais régler ma propre situation chaotique. La famille de Julien et Sophie, après avoir accepté mes conditions à contre-cœur, n'allait pas en rester là. Avec le soutien de la riche famille de Sophie, ils m'ont contre-attaqué en justice pour coups et blessures volontaires avec préméditation, ayant entraîné des conséquences particulièrement graves. Ils ont constitué une armée d'avocats, déterminés à me faire envoyer en prison. Le jour du procès, je leur ai fait face à tous. Julien était en fauteuil roulant, le visage hagard, me fusillant d'un regard haineux. Sophie, soutenue par sa mère, portait des vêtements noirs et un corps amaigri, essayant de paraître la plus pitoyable possible. Ma belle-mère et Marc étaient là aussi, mais assis au fond, n'osant pas me regarder en face. Le procès a été tendu dès le début. L'avocat de la partie adverse a présenté les certificats médicaux de Julien et Sophie. Les témoignages du personnel de l'hôtel et du personnel soignant, me dépeignant comme une femme cruelle et froide, ayant planifié sa vengeance. Ils ont affirmé que l'utilisation d'un médicament vétérinaire à haute concentration prouvait mon intention de causer des blessures permanentes, voire de tuer. L'atmosphère du tribunal semblait tourner en ma défaveur. Je sentais les regards suspicieux et les chuchotements autour de moi, mais Maître Durand restait calme.
Il a attendu que la partie adverse ait terminé sa plaidoirie, puis s'est levé lentement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la voix de Maître Durand était ferme. Le fait que ma cliente ait échangé les médicaments est avéré. Nous ne le nions pas. Mais la question essentielle ici est: quel était son mobile et quel était son état mental à ce moment-là? Maître Durand a commencé à présenter les preuves que nous avions recueillies. Le contenu de la clé USB, avec les messages, photos et enregistrements de la liaison de Julien et Sophie, a été révélé au tribunal. L'enregistrement où Julien planifiait de me spolier a été diffusé. Leurs voix ont résonné dans toute la salle. Monsieur le Président, a poursuivi Maître Durand, le jour de son 5e anniversaire de mariage, une femme qui découvre que son mari la trompe avec sa propre belle-sœur, et qu'en plus, il complote pour la laisser sans rien, peut-elle raisonnablement agir de manière rationnelle? Ma cliente a agi dans un état de choc psychologique grave, un état de perte de contrôle temporaire provoqué par la conduite illégale et immorale des victimes. Ensuite, Maître Durand a présenté l'information sur la vasectomie de Julien 2 ans plus tôt, accompagné du témoignage d'une infirmière de la clinique qu'il avait réussi à convaincre de témoigner. Cette information a eu l'effet d'une bombe au tribunal. Elle exposait le mensonge de Julien et les mœurs légères de Sophie. Le fait que l'enfant de 8 semaines ne pouvait pas être de Julien a complètement détruit l'image de victime de Sophie. Enfin, Maître Durand a soumis le rapport d'expertise de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale sur le médicament vétérinaire que j'avais utilisé. Le rapport stipulait que la dose ingérée, correspondant à la quantité trouvée dans les gélules saisies, pouvait provoquer des réactions physiologiques et une douleur extrême, mais que la probabilité de causer la mort ou des blessures permanentes était très faible. Cela corroborait ma déclaration, selon laquelle j'avais voulu leur donner une leçon, sans intention de causer des dommages irréversibles. Après des heures de débat acharné, le tribunal a rendu son verdict. Considérant que l'accusé a agi dans un état de choc psychologique grave et qu'il n'y avait pas d'intention de causer des blessures graves, et prenant en compte plusieurs circonstances atténuantes, le tribunal déclare l'accusé non coupable de l'accusation de coups et blessures volontaires. J'ai seulement été condamné à une légère amende pour trouble à l'ordre public. Le jugement du tribunal a été une gifle pour la belle famille et la famille de Sophie. Julien a baissé la tête dans son fauteuil roulant. Sophie a sangloté. Ma belle-mère ne tenait plus debout. Mon affaire a attiré une grande attention médiatique. Juste après le procès, j'ai reçu une demande d'interview exclusive du journal Le Monde. Sur les conseils de Maître Durand, j'ai accepté. Dans l'interview, je n'ai jamais pleuré ni me suis plainte. Je me suis présentée comme une femme forte qui avait traversé la tempête et obtenu justice par elle-même. J'ai raconté mon histoire honnêtement, le bonheur, la confiance, la douleur de la trahison et la décision de devoir me défendre. Je n'ai fait aucune mention d'Antoine ou de son frère. Je me suis concentré uniquement sur mon histoire. Dès la parution de l'article, une forte opinion publique s'est formée. La plupart des gens ont exprimé leur sympathie et leur soutien. Ils m'ont qualifié de symbole de la femme luttant contre l'injustice. Le scandale de la belle famille a fait la une de tous les médias. Les actions de l'entreprise de construction de Julien se sont effondrées et l'honneur et le crédit qu'ils avaient mis toute une vie à bâtir ont été réduits en cendres en une nuit. Je pensais que c'était le châtiment le plus juste pour eux. Après le procès, ma vie a semblé tourner une nouvelle page. J'ai officiellement divorcé de Julien et coupé tous les liens avec sa famille. Avec le soutien solide du groupe Valois d'Antoine, mon entreprise de design d'intérieur pour animaux de compagnie, Nirvana, a été rapidement créée. Nirvana, un nom qui signifie trouver la paix et renaître après avoir traversé l'enfer. C'était mon souhait. Les bureaux et l'usine de production se sont installés dans une zone industrielle moderne près de Paris. Antoine a dépêché les meilleurs talents du groupe pour m'aider à gérer l'entreprise. Tout s'est mis en place de manière professionnelle et rapide. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je passais tout mon temps à dessiner, à choisir les matériaux les plus sûrs et les plus écologiques pour nos amis à quatre pattes. Le travail m'a aidé à oublier la douleur du passé et, plus important encore, à prendre conscience de ma propre valeur. Un après-midi, alors que je vérifiais de nouvelles ébauches de design, un employé m'a annoncé une visite. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, au visage enfantin et aux grands yeux ronds, qui semblait un peu timide. Elle s'est présentée comme Manon. Manon, le nom de famille me disait quelque chose. Je suis la sœur de Sophie Martin, athée,
Elle dit d'une petite voix, en baissant légèrement la tête. Je suis venu vous présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé pour ce que ma sœur a fait. J'étais un peu surprise. La sœur de Sophie venait me voir. Je l'ai invitée à s'asseoir et je l'ai observée attentivement. Manon dégageait une atmosphère pure et claire, très différente de l'apparence pointue et calculatrice de sa sœur. « Que puis-je faire pour vous ?» ai-je demandé, en gardant mes distances. « Oui, j'ai lu votre histoire dans le journal. Je vous admire beaucoup. » Manon m'a regardé. Ses yeux brillaient. « Je viens de terminer mes études de design graphique et je cherche un emploi. J'ai vu que votre entreprise recrutait. Pourrais-je travailler ici ? Je vous promets de travailler très dur. Je ne veux plus avoir de lien avec la famille de ma sœur. » Sa proposition m'a fait hésiter. Engager la sœur de mon ennemi, c'était peu. Faire entrer le loup dans la bergerie. Mais en voyant son expression sincère et sa situation difficile, mon cœur s'est attendri. De plus, le portfolio de Manon était assez impressionnant. Que tous les membres de cette famille n'étaient pas les mêmes. Après un moment de réflexion, j'ai décidé de donner une chance à Manon et je l'ai engagée comme designer stagiaire. Élise et Maître Durand m'avaient toutes deux prévenu d'être prudente, mais je pensais pouvoir contrôler la situation. Au début, Manon travaillait vraiment dur et sérieusement. Elle était intelligente, créative et apprenait vite. Parfois, elle apportait du thé ou des biscuits qu'elle avait faits elle-même pour les gens du bureau, se montrant très sociable. J'ai progressivement baissé ma garde. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Manon restait toujours la dernière au bureau, prétextant des heures supplémentaires. Mais je l'ai surprise à rôder près de l'ordinateur serveur où étaient stockées les données de conception de l'entreprise. Une fois, en passant par hasard à côté de son poste, je l'ai vue fermer précipitamment une fenêtre de chat sur son ordinateur. Je la voyais aussi souvent recevoir des appels en secret. Elle courait toujours dans un coin du couloir pour répondre. L'instinct d'une personne qui a été trahie me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de mener discrètement mon enquête. J'ai demandé à l'équipe technique du groupe Valois d'installer secrètement un logiciel de surveillance sur l'ordinateur de Manon. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate. Un soir, alors que je me reposais chez moi, j'ai reçu une alerte du système. Je me suis connecté à distance et je suis resté figé en voyant ce qui se passait sur l'écran de l'ordinateur de Manon. Elle était en train de copier toutes les données de conception des derniers produits stratégiques de Nirvana, prêts à être lancés sur le marché, sur une clé USB. Pire encore, sa fenêtre de chat était ouverte. La personne avec qui Manon discutait n'était autre que Marc. « Dépêche-toi de récupérer toutes les données. Il faut que l'entreprise de ton beau-frère fasse complètement faillite. » Le message de Marc était clairement visible. Tout était une comédie. Le visage innocent, l'histoire touchante, l'admiration, tout était faux. Ils avaient placé un espion à mes côtés. Ils ne voulaient pas seulement mon échec, ils voulaient voler mes efforts et mes idées, et détruire Nirvana avant même sa naissance. La rage a monté en moi, mais cette fois, j'étais assez calme pour savoir quoi faire. Ce soir-là, je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai appelé Antoine pour lui dire brièvement que le plan de la belle famille avait commencé et que j'avais besoin de son aide. Puis, j'ai repris la route de l'entreprise. Je voulais les prendre sur le fait. Je suis entré silencieusement dans les locaux. Le bureau était sombre et silencieux. Seule une faible lumière filtrait de la salle de l'équipe de design. Manon était toujours devant un ordinateur, en train de faire quelque chose. Je me suis caché derrière la porte et je l'ai observé. Manon essayait de compresser de gros fichiers de données. Son visage n'avait plus rien de l'innocence habituelle, il n'était rempli que de tension et de peur. Une fois la copie des fichiers terminée, Manon a retiré la clé USB en poussant un soupir de soulagement. Au moment où elle s'est retournée, elle m'a vu, les bras croisés, la fusillant du regard, et s'est figée. « Madame la directrice, a bégayé Manon. La clé USB qu'elle tenait dans sa main est tombée par terre avec un bruit sec. « Où comptais-tu aller avec ça ?» ai-je demandé d'une voix glaciale. Le visage de Manon est devenu livide. Elle s'est effondrée sur place et a commencé à pleurer, en s'agrippant à mes jambes. « Madame, je suis désolé. J'ai été menacé. Marc, il a dit qu'il ferait du mal à ma famille si je ne faisais pas ce qu'il disait. Mes parents à la campagne sont fragiles. Je n'avais vraiment pas le choix. » En pleurant, Manon a tout avoué sur le complot de Marc.
Après avoir perdu le procès, Marc avait retrouvé Manon et l'avait menacée pour qu'elle se fasse embaucher dans mon entreprise et vole les données de conception. Mais ce n'était pas tout. Le plan de Marc était bien plus diabolique. Une fois les designs en sa possession, il prévoyait de produire en masse des contrefaçons bon marché et de les lancer sur le marché avant Nirvana. En même temps, il avait créé une vidéo truquée, dans un faux refuge pour animaux, me montrant en train de maltraiter des chiens et des chats abandonnés. Il comptait organiser une conférence de presse, avec cette vidéo pour me dépeindre comme une hypocrite se faisant passer pour une amie des bêtes, et détruire complètement mon image et ma crédibilité auprès du public. En entendant toute l'histoire, le cynisme de Marc m'a dégoûté. Il n'était plus un être humain. S'il vous plaît, pardonnez-moi, sanglotait encore Manon. Je témoignerai de tout. Je révélerai ses crimes. Je ne veux plus vivre comme une mauvaise personne. En regardant la jeune fille tremblante à mes pieds, je ressentis plus de pitié que de colère. Elle n'était qu'un pion sacrifié sur l'échiquier de Marc. Je l'ai aidée à se relever. Levez-vous. Ce n'est pas votre faute. C'est la personne qui vous a poussé sur cette voie qui est en tort. Maintenant, venez avec moi au commissariat. Cette nuit-là, j'ai emmené Manon à la police pour qu'elle se rende. Avec les preuves irréfutables et le témoignage de Manon, la police a immédiatement convoqué Marc pour enquête. Manon, ayant avoué et coopéré à l'enquête, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Je pensais que tout était fini, mais Marc était bien plus fou que je ne l'imaginais. Refusant de se présenter à la convocation de la police, il a organisé une conférence de presse surprise le lendemain matin dans un petit hôtel. Il a rassemblé de nombreux journalistes, a diffusé la vidéo truquée et a clamé haut et fort que je maltraitais les animaux. L'information a immédiatement enflammé l'opinion publique. Beaucoup de gens ne le croyaient pas, mais certains ont commencé à douter de moi. L'image de Nirvana a été sérieusement écornée. Alors que j'étais désemparé, ne sachant que faire, Antoine est apparu. Il est entré dans mon bureau avec toute l'équipe de communication de son groupe. « Ne vous inquiétez pas, laissez-moi tout gérer », a dit Antoine d'une voix calme et rassurante. Moins d'une heure plus tard, l'équipe d'Antoine est passée à l'action. Ils ont organisé une conférence de presse bien plus grande et plus professionnelle que celle de Marc. Sur scène, Antoine, en tant que président du groupe Valois et principal investisseur de Nirvana, a pris ma défense personnellement. Il a diffusé l'enregistrement des aveux de Manon, révélant tout le complot de Marc. Ensuite, les experts techniques du groupe ont analysé la vidéo truquée de Marc, démontrant les traces de montage et de trucage grossier. Ils ont même présenté des preuves que Marc avait engagé des personnes et des animaux pour réaliser cette vidéo. Enfin, Antoine a diffusé une vidéo de surveillance de mon bureau. On y voyait Manon en train de voler les données, et moi lui parlant calmement, sans aucune violence. La vérité révélée, l'opinion publique s'est complètement retournée. Marc est passé du statut d'accusateur à celui de calomniateur méprisable, la risée du monde entier. La fureur des internautes s'est déchaînée contre lui. Acculé, Marc a commis un acte que personne n'aurait pu prévoir. La conférence de presse d'Antoine a été un succès retentissant. Tous les doutes à mon égard se sont dissipés, remplacés par la colère et le mépris envers Marc. Cet après-midi-là, en quittant le bâtiment avec Antoine, j'ai ressenti un véritable soulagement. C'était comme si toutes les tempêtes étaient passées. « Merci, sans vous aujourd'hui », lui ai-je dit en marchant vers le parking. « De rien. Je vous l'ai dit, nous sommes partenaires », m'a coupé Antoine, mais son regard posé sur moi contenait une chaleur inhabituelle. Nous sommes montés en voiture. Antoine me ramenait chez moi. À l'heure de pointe, la circulation parisienne était dense et lente. Le silence régnait dans la voiture, seulement rompu par la douce musique de la radio. J'ai regardé distraitement l'homme à côté de moi. Sous la lumière du couchant, les traits de son visage semblaient encore plus nets. Je réalisais que sa présence était devenue importante pour moi. Alors que la voiture était arrêtée à un feu rouge, une grosse moto a soudainement surgi de l'arrière et s'est collée à la portière du conducteur. Un homme portant un casque bas et une veste noire. Mon cœur a commencé à battre de manière inquiétante. L'homme a soudain sorti un objet noir et brillant, une arme à feu. Il l'a pointée vers moi, assis sur le siège passager. Tout s'est passé si vite que je n'ai eu le temps que de pousser un cri. À cet instant précis, Antoine a réagi avec une vitesse incroyable. Sans hésiter, il s'est jeté sur moi,
me protégeant de tout son corps. Bang! Une détonation sèche a déchiré l'air. La vitre de ma portière a volé en éclats. « Antoine !» ai-je crié, tremblant de tout mon être. Son corps m'écrasait, puis j'ai senti sa force s'évanouir. Du sang. Du sang a commencé à suinter de son épaule, tachant de rouge sa chemise blanche. L'agresseur, ayant manqué sa cible, a semblé paniquer et s'est enfui rapidement, disparaissant entre les voitures. Autour de nous, c'était le chaos, les gens criaient. « Antoine, ça va ? Reprenez vos esprits. » En état de panique, je l'ai soutenu. Les larmes coulaient sans cesse. Le sang ne cessait de couler de sa blessure à l'épaule. Son visage était pâle, mais il a essayé de me sourire faiblement. « Je vais bien. L'important, c'est que vous n'ayez rien. » Sur ces mots, il a perdu connaissance dans mes bras. J'ai appelé une ambulance comme une folle. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, je l'ai serré fort contre moi, essayant de comprimer la blessure, priant pour qu'il s'en sorte. L'image de lui, se jetant devant moi, pour arrêter la balle tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi avait-il fait ça? À cause de notre ennemi commun? Ou pour une autre raison? À l'hôpital, Antoine a été emmené directement en salle d'opération. J'attendais dehors, tremblante de choc. L'odeur familière de désinfectant m'enveloppait à nouveau, mais cette fois, la personne allongée à l'intérieur était celle qui s'était sacrifiée pour me protéger. La peur et l'inquiétude me serraient le cœur. Quelques heures plus tard, la police est venue à l'hôpital pour m'interroger. Ils ont identifié Marc comme le principal suspect et m'ont informé qu'il était en fuite. Un avis de recherche nationale a été lancé. Mais bientôt, le commissaire, d'un regard compatissant, m'a annoncé une nouvelle encore plus terrible. « Madame Bernard, je suis au regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a environ 2 heures, nous avons découvert le corps de mademoiselle Manon dans une maison abandonnée en banlieue. La cause du décès est la strangulation. D'après les preuves sur place, il est très probable que le coupable soit Marc Lambert. Il semble qu'il ait assassiné mademoiselle Manon avant de venir vous attaquer. Le monde s'est effondré. Manon était morte. Cette jeune fille si pure, tuée simplement parce qu'elle voulait une nouvelle vie, simplement parce qu'elle avait dénoncé un crime. Marc n'était plus un salaud. C'était un meurtrier sans pitié, un démon. La haine en moi a atteint son paroxysme. Marc Lambert, même s'il fuyait au bout du monde, il paierait pour ses crimes. Heureusement, la balle n'avait fait qu'effleurer l'épaule d'Antoine, évitant les points vitaux. L'opération a été un succès, et il était hors de danger. Quand il a été transféré en soins intensifs, je suis resté à ses côtés en permanence. En voyant son visage pâle, mon cœur était comme lacéré par un couteau. Je ne savais pas comment je pourrais jamais le remercier. 2 jours plus tard, la police m'a apporté la nouvelle que j'attendais. Marc avait été arrêté alors qu'il tentait de fuir au Cambodge. Il a été appréhendé avec l'arme du crime. Au commissariat, face aux preuves irréfutables, Marc s'est complètement effondré. Il a avoué non seulement la tentative de meurtre sur moi et Antoine, mais aussi le meurtre de Manon. Il a dit qu'il l'avait tuée parce qu'elle l'avait trahi et avait ruiné son plan. Mais ce qui nous a tous stupéfiés, moi y compris, ce fut sa confession suivante. Dans sa folie, Marc a avoué toute la vérité sur l'accident de chantier qui avait coûté la vie à Théo 5 ans plus tôt. Ce n'était pas un accident, a hurlé Marc en salle d'interrogatoire. Sa déposition a été transmise par un inspecteur à moi et à Antoine, à l'hôpital. C'est mon frère et moi qui avons tout manigancé. Cet ingénieur, ce Théo, il avait découvert un secret de mon frère. Il menaçait de tout révéler. Mon frère a dit qu'il fallait le faire taire pour toujours. Un secret si grave qu'il fallait tuer pour le protéger. Quel était-il? Antoine a serré les poings. Les veines de ses mains ressortaient. Il attendait cette réponse depuis 5 ans. D'après la déposition de Lambert, a poursuivi l'inspecteur. Monsieur Théo Dubois avait découvert que Monsieur Julien Lambert avait remporté le projet en utilisant des plans volés. Il se trouve que Monsieur Théo connaissait par hasard l'auteur original de ces plans. En entendant cela, j'ai eu un vertige. Une idée vague mais terrible m'a traversé l'esprit. J'ai rapidement ouvert l'ordinateur portable que j'avais apporté et j'ai fouillé dans de vieux dossiers de mes années d'études. J'ai ouvert le fichier de mon projet de fin d'études, le plan d'un complexe hôtelier sur lequel j'avais mis toute ma passion. Ce projet avait remporté le premier prix d'un concours pour jeunes architectes. Mais après,
Prise par mon mariage et mon travail, je ne l'avais jamais développé. J'ai comparé mes plans avec les plans de construction du projet, où Théo avait eu son accident, qu'Antoine m'avait montrés auparavant. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était identique à plus de 90%. L'agencement général, les idées de construction écologique, même les petits détails de l'aménagement paysager. Seules quelques modifications mineures avaient été apportées pour s'adapter au terrain réel. C'était donc ça. L'homme que j'avais autrefois aimé, Julien, avait volé le projet de fin d'études de sa propre femme pour son propre succès, pour tromper ses partenaires. Et ce gentil ami, Théo, rencontré dans un cours de graphisme, avait probablement reconnu les similitudes car il avait vu mes idées. Il avait voulu dénoncer le mensonge de Julien, et pour cela, il avait dû mourir. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai fondu en larmes. Je comprenais tout, maintenant. Je n'étais pas une étrangère à la tragédie de la famille d'Antoine. Indirectement, la mort de Théo était liée à moi et à mon travail. La douleur et la culpabilité m'ont accablé. Si à l'époque je n'avais pas fait une confiance aussi aveugle à Julien, si j'avais été un peu plus méfiante, cette tragédie n'aurait être jamais eu lieu. Antoine a posé sa main sur mon épaule, un contact léger mais réconfortant. Il n'a rien dit, mais je savais qu'il me comprenait. À cet instant, nos douleurs n'en faisaient qu'une. Nous n'étions plus des partenaires de vengeance, mais deux personnes partageant une blessure passée trop profonde, ressentant une profonde affinité. Après l'arrestation de Marc et ses aveux complets, le réseau criminel de la belle famille a commencé à s'effondrer. Mais Julien n'avait pas encore abandonné. Même en fauteuil roulant, faisant face à de multiples accusations de fraude, détournement de fonds et complicité de meurtre, il a nié jusqu'au bout. Il a utilisé le dernier argent qui lui restait pour organiser une conférence de presse depuis l'hôpital où il était soigné. Il est apparu devant les caméras dans un état pitoyable. Sa jambe amputée était maladroitement cachée, son visage était émacié, mais son regard était toujours plein de tromperie. Il a pleuré, se présentant comme une victime piégée par sa femme et son partenaire d'affaires, Antoine, pour le spolier de ses biens. Il a nié effrontément toutes les déclarations de Marc, affirmant que son frère était devenu fou et racontait n'importe quoi. Tout est un complot, a-t-il crié devant des dizaines de caméras. Mon ex-femme, Camille, a conspiré avec Antoine Dubois pour me piéger. Ils veulent prendre mon entreprise, tout ce que j'ai. Mais sa piètre comédie ne trompait plus personne. Alors qu'il pérorait, la porte de la salle de conférence s'est ouverte en grand. Antoine et moi sommes entrés ensemble. Antoine portait un bandage à l'épaule, mais son allure était toujours digne et imposante. Notre apparition a provoqué un tumulte dans la salle et a figé Julien. « Combien de temps allez-vous continuer cette comédie, Julien ?» a dit Antoine d'une voix glaciale et ferme. Son équipe avait déjà préparé un grand écran derrière nous. « Tout ce que vous venez de dire est un mensonge, ai-je poursuivi. Et aujourd'hui, nous allons montrer à tout le monde votre vrai visage. » Sur le grand écran, des preuves irréfutables ont été projetées les unes après les autres. D'abord, une analyse comparative détaillée de mon projet de fin d'études et des plans du projet construit par l'entreprise de Julien, réalisé par les plus grands architectes de France. Ensuite, la vidéo des aveux de Marc à la police. On l'y voyait raconter en détail comment lui et Julien avaient truqué l'accident de l'échafaudage pour tuer Théo. Enfin, les nombreuses preuves de malfaçon et de détournement de fonds que Théo avait découvertes ont été présentées. Le visage de Julien est devenu blanc comme un linge. Il a bégayé. « Non, non, tout est faux. C'est un montage. » « Et ça, qu'en dites-vous » a dit Antoine. Sa voix était plus froide que la glace. Il a regardé Julien droit dans les yeux et a soudain commencé à raconter une histoire. Il y a 20 ans, il y avait une petite entreprise de construction, mais respectée, appelée Bâtisseurs de l'avenir. Le patron de cette entreprise était un homme honnête, mais il faisait trop confiance aux gens. Il s'est fait escroquer par son partenaire, a perdu tous ses contrats, l'entreprise a fait faillite et il s'est retrouvé couvert de dettes. Désespéré, il est mort dans un accident de la route. Ce partenaire n'était autre que votre père, Jean-Claude Lambert. J'étais sous le choc, bâtisseur de l'avenir. Ce patron, c'était mon père. Et le jeune fils de cet homme, la voix d'Antoine s'est brisée, a dû regarder de loin la fille qu'il aimait en secret assister aux funérailles de son père. Ce fils, c'était moi, et cette amie, c'était Camille.
Mon monde a basculé. La vendetta entre nos deux familles avait commencé à la génération de nos pères. Le père de Julien avait ruiné mon père, et Antoine avait été moins de tout. Ce lien fatal nous avait entraînés dans une spirale de ressentiment inéluctable. Julien était complètement anéanti. Toutes ses issues étaient bloquées, et tous les péchés, depuis la génération de son père, étaient exposés au grand jour. Il nous a regardés, Antoine et moi, alternativement. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de folie. Soudain, il a sorti un petit couteau qu'il avait caché sur lui. Les gens ont crié de stupeur, mais il ne nous a pas attaqués. Il a tourné la lame vers lui et, avec ses dernières forces, s'est poignardé profondément au cœur. Le sang a giclé, colorant de rouge sa blouse de patient blanche. Il s'est effondré de son fauteuil roulant, les yeux ouverts, mettant fin à sa vie de péché devant des centaines de regards. Toute la rancœur semblait résolue par une mort tragique. La mort de Julien a mis un point final à tout. Marc Lambert, coupable de meurtre, de fraude, de diffamation et de nombreux autres crimes, a été condamné à la peine maximale, la réclusion à perpétuité. L'entreprise de construction de la belle famille a fait faillite et la fortune bâtie sur des décennies a été réduite en cendres. Ma belle-mère, sous le choc des événements successifs, a perdu la raison et a été internée dans un hôpital psychiatrique. Tout était fini. Pour moi, pour Théo et pour mon défunt père, justice avait été rendue. Une fois le calme revenu, Antoine et moi avons traversé ensemble les moments les plus difficiles. Comme sa blessure à l'épaule guérissait lentement, la blessure dans mon cœur a commencé à se refermer. Nous ne parlions pas beaucoup du passé, mais nous savions que nous avions trouvé l'un en l'autre un semblable et un soutien. Notre relation n'était plus une simple collaboration, mais un sentiment profond, forgé dans la compréhension et le partage. Mon entreprise, Nirvana, après avoir surmonté les tempêtes, a connu une croissance encore plus forte. Ma crédibilité et le soutien d'Antoine ont été des atouts majeurs pour que la marque conquiert rapidement le cœur des clients. Mes produits, empreints de ma passion et de mon amour pour les animaux, ont reçu un accueil chaleureux. 1 an plus tard, mon projet de complexe hôtelier combiné à un refuge pour animaux abandonnés, basé sur l'idée de mon projet de fin d'études, a remporté le prestigieux prix du design humaniste à Paris. Antoine m'a accompagné en France pour la cérémonie de remise des prix. Ce soir-là, après la cérémonie, il m'a emmené à la Tour Eiffel. Sous la tour magnifiquement illuminée, dans l'atmosphère romantique de la ville lumière, Antoine m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de sincérité et d'amour. Il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague en diamant finement travaillée. « Camille, hâté, il dit d'une voix chaleureuse, les rancœurs du passé sont terminées. J'aimerais que nous ne soyons plus seulement des amis qui partagent la même douleur. Je veux que nous soyons des partenaires de vie pour construire ensemble un avenir heureux. Veux-tu m'épouser ?» J'ai pleuré, mais c'était des larmes de bonheur. Sans la moindre hésitation, j'ai hoché la tête. La bague s'est glissée parfaitement à mon doigt, brillant comme la promesse d'un nouveau départ. 1 an plus tard, un mariage intime et chaleureux a eu lieu dans une église pittoresque de Paris. Seuls nos amis les plus proches étaient invités. Élise était ma demoiselle d'honneur, et Maître Durand a porté un toast en souriant radieusement. Nous n'avons pas vécu dans un hôtel particulier luxueux. Nous avons choisi une maison à la campagne avec un petit jardin. Là, nous avons planté des arbres ensemble et nous nous sommes occupés des chiens et des chats que nous avons adoptés. Ma vie est maintenant vraiment paisible. Chaque matin, je me réveille dans les bras d'Antoine, je regarde le jardin verdoyant et j'écoute le chant des oiseaux. Je sais que j'ai enfin trouvé mon nirvana. Après toutes les tempêtes, j'ai enfin trouvé la justice. Je me suis retrouvé moi-même et, plus important encore, j'ai trouvé le véritable amour. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a touché ou vous a apporté une leçon significative, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, votre choix, et d'activer les notifications. Chaque marque d'intérêt de votre part est notre plus grande motivation pour créer un contenu de meilleure qualité. À bientôt dans une prochaine vidéo.